Nous étudions ici le chapitre décrire un mouvement. En première, nous avons commencé à expliquer comment décrire un mouvement, notamment avec le vecteur position OM. Pour repérer le point grand M à une date T, on a besoin d'un repère cartésien, soit à 2 dimensions pour décrire un mouvement dans le plan, avec 2 axes et donc 2 coordonnées, X et Y, soit à 3 dimensions pour décrire un mouvement dans l'espace, avec 3 axes et donc 3 coordonnées, X, Y et Z. En terminale, on étudiera seulement les mouvements dans le plan. Pour décrire le mouvement d'un point M, non seulement on a besoin du vecteur position, mais on a besoin aussi du vecteur vitesse. Par définition, c'est la variation du vecteur position pour un intervalle de temps très petit. Mathématiquement, cela correspond à la dérivée du vecteur position par rapport au temps, et on le note dOm sur dt. Le vecteur vitesse v est repéré par des coordonnées, donc les coordonnées Vx et Vy, dans le repère cartésien. Si les coordonnées du vecteur OM sont x et y, alors de par la définition du vecteur vitesse, les coordonnées de ce vecteur vitesse seront Vx et Vy, avec Vx qui correspond à la dérivée de x par rapport au temps, et Vy à la dérivée de y par rapport au temps, d'où la notation dy sur dt. La norme du vecteur vitesse, et donc la valeur de la vitesse à la date t, est telle que v égale racine carrée de v carré x plus v carré y. Maintenant, pour décrire correctement un mouvement, il ne faut pas simplement connaître le vecteur vitesse, mais il faut connaître aussi la variation du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire le vecteur accélération. Mathématiquement, il correspond plus précisément à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Dans le repère cartésien, on peut donc définir de la même manière que le vecteur vitesse les coordonnées du vecteur accélération. Donc, de par la définition, AX sera la dérivée de Vx par rapport au temps et AY sera la dérivée de Vy par rapport au temps. La norme du vecteur accélération est alors notée racine de a carré x plus a carré y. Maintenant, voyons quelques cas courants de mouvement, notamment avec les mouvements rectilignes. Pour avoir un mouvement rectiligne, il faut que le point M décrive déjà une trajectoire rectiligne. Dans le cas du scooter, si on réalise une chronophotographie, c'est-à-dire qu'on prenne une photo à intervalles de temps réguliers, chaque image du scooter est séparée par une distance égale. Donc si on prend un point grand M du scooter, on dit que les points sont toujours équidistants. On peut affirmer que le mouvement est rectiligne uniforme. Si on trace le vecteur vitesse à 2 instants différents, eh bien ce vecteur gardera toujours la même direction, le même sens et la même valeur. Le vecteur vitesse est un vecteur constant. Le vecteur accélération est nul. Autre exemple de mouvement rectiligne, lorsqu'on lâche une balle sans vitesse initiale. La chronophotographie met en évidence une distance de plus en plus grande entre 2 images. Le mouvement est donc rectiligne accéléré. Si on trace 2 vecteurs vitesse pour le point M à 2 instants différents, eh bien forcément, la longueur du vecteur vitesse, et donc la norme, augmente au cours du temps. Par contre, ce vecteur vitesse garde la même direction et le même sens. Ici, on peut mettre en évidence une accélération non nulle. À noter que si le vecteur accélération est constant au cours du temps, c'est-à-dire qu'il garde même direction, même sens, mais aussi la même valeur, eh bien on pourra affirmer que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré.
Autre mouvement simple, les mouvements circulaires. En rouge est représenté le vecteur vitesse. Il est toujours tangent à la trajectoire. Dans ce cas, en utilisant un repère cartésien, les coordonnées du vecteur vitesse v seront très vite compliquées. On préfère alors utiliser un autre repère qu'on appelle le repère de Freinet. Alors, c'est un repère mobile, car son origine est le point M, qui est en mouvement. Les deux axes sont repérés par deux vecteurs unitaires, le vecteur UT, qui est tangent au mouvement, donc on l'appelle le vecteur tangentiel, et le vecteur unitaire normal, qui est toujours orienté vers le centre du cercle. Dans ce cas, le vecteur accélération aura pour coordonnées non plus AX et AY, mais AN et AT. On peut aussi écrire que A, c'est ANUN plus ATUT. La coordonnée correspondant à l'accélération dite normale a pour expression v carré sur grand R, où grand R, c'est le rayon du cercle. Et la coordonnée qui correspond à l'accélération tangentielle est définie par la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. Alors maintenant, on s'intéresse à un mouvement circulaire uniforme. Donc le vecteur vitesse est en rouge, en noir est représenté le vecteur accélération. On constate que ce vecteur accélération est constamment orienté vers le centre du cercle. On dit à ce moment-là que l'accélération est centripète. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien tout simplement que l'accélération correspond tout simplement à l'accélération normale. Donc la deuxième coordonnée correspondant à l'accélération tangentielle, définie par dv sur dt, eh bien forcément sera égale à 0. Ce qui est cohérent, car si la valeur de la vitesse est constante, c'est normal que la dérivée de la vitesse par rapport au temps soit nulle, et donc c'est normal que l'accélération corresponde uniquement à l'accélération normale, et donc que l'accélération soit centripète. Ainsi, nous avons expliqué les quelques mouvements particuliers à connaître.